Deuxième partie de Choisissez votre camp avec François de Closet, journaliste, écrivain. Votre dernier livre, L'échéance français, vous n'avez encore rien vu. Ça traite de la crise et c'est un livre qui est tout à fait d'actualité. C'est paru chez Fayard et vous l'avez coécrit avec Irène Inchospé. Claude Reichmann, président de Reichmann TV. Vous êtes également économiste. David Revaud-Dallon, journaliste au service politique du Monde. Votre dernier livre, Le choc New York-Solferino, le feuilleton DSK dont on parle un petit peu moins aujourd'hui, mais on en a parlé la semaine dernière, que vous avez coécrit avec Fabrice Rousselot et maître Rodolphe Bosselut, avocat au barreau de Paris. Alors, on peut parler aussi de la Grèce. On a parlé donc de ce plan de rigueur. On pourra le commenter demain quand on aura les mesures exactes. Que reste-t-il du sommet du G20 ? Une excellente nouvelle. Oui. Une excellente nouvelle qui est annoncée par Mme Merkel, qui a dit, eh bien, il faut le reconnaître, personne au G20 ne veut payer pour nous. Bon, là, c'est une grande nouvelle, parce que désormais, on sait qu'on ne va plus pouvoir traiter la dette par la dette. Deuxième nouvelle intéressante, on s'aperçoit que la Grèce, finalement, est une récidiviste. Dangereuse récidiviste. 10 fois. Depuis 1829, date de son indépendance, elle a 5 fois été en défaut, 5 fois faillite. Et sur les 172 ans que cela représente, pendant 50 ans, elle a vécu en état de faillite. Donc il fallait quand même se méfier un peu. Et donc on ne s'est pas méfié. Non seulement on ne s'est pas méfié en les faisant entrer, mais en plus on n'a pas surveillé. Et donc le résultat aujourd'hui, il est là. Et effectivement, on est entré sur une pente dans laquelle nous allons glisser de plus en plus. Et je ne vois pas, à moins d'un vrai plan de rigueur, pour revenir au sujet que vous aviez initié tout à l'heure, un plan qui en serait un vraiment. Je ne vois pas comment on peut interrompre cette chute fatale. Et là, la situation est vraiment dramatique. Rodolphe, sur le G20, est-ce qu'on en sort le G20, mieux qu'il y a une la Grèce semaine ? s'est invitée au G20 et le résultat quand même en Grèce, c'est qu'on arrive in fine à la mise en place d'un gouvernement de coalition nationale, qui semble d'ailleurs extravagant que ça n'ait pas été le cas avant. Il est vrai que Nouvelle Démocratie, qui est le parti de droite, ne voulait pas s'associer au PASOK pour des raisons sans doute de pure politique politicienne, étant précisé qu'ils ont été aux commandes un certain nombre d'années avant le PASOK et qu'ils ont une responsabilité évidente dans la fuite et dans le laisser-aller budgétaire. Mais la seule bonne nouvelle, et je ne suis pas sûr qu'elle soit suffisante, c'est qu'il y aura un gouvernement de coalition. Pourquoi ? Parce que peut-être que les politiciens grecs se sont rendus compte, lors de la décision de M. Papandréou d'envisager un référendum, que le peuple grec ne voulait peut-être pas sortir de l'euro. Alors ça, quand même, c'est une prise de conscience, parce qu'évidemment, si le référendum avait été « voulez-vous une nouvelle cure d'austérité ?» on connaissait la réponse. Si la question avait été « voulez-vous sortir de l'euro ?» on se rend compte que peut-être la réponse aurait été non. Donc il y a peut-être là un début d'assentiment populaire et d'acceptation des plans à venir. Maintenant, le problème de la Grèce, c'est que les plans, c'est bien, mais comment on les met en place ? Comment on les met en place et comment les appliquer ? Qui est d'un incivisme notoire avec l'impôt, avec les recettes fiscales. C'est ça le problème. Il y a un problème de mentalité qui, je ne crois pas, peut changer. Il n'y aura pas une prise de conscience Il n'y a simplement immédiate. pas d'État en Grèce. La démocratie, bien sûr, ça consiste à permettre au peuple à élire les dirigeants, c'est vrai. Mais ça consiste aussi à obliger le peuple à consentir l'impôt et à veiller à l'utilisation de l'argent public. C'est fondamental. Et ça n'existe simplement pas en Grèce. C'est le syndrome de l'agora. À l'heure actuelle, il faut quand même voir lucidement, il n'y a aucune solution à terme pour la Grèce dans le cadre de l'euro. On n'a jamais vu et on ne verra jamais un pays arriver dans une situation aussi critique sur le plan financier, pouvoir s'en sortir sans recourir à l'inflation et à la déflation. Donc, à terme, et il faudrait le faire de façon ordonnée, il est évident qu'il faudra organiser, appelons ça une structure de résilience pour la Grèce. C'est indispensable. Mais cela suppose que la Grèce prenne d'abord ses affaires en main. Or, jusqu'à présent, c'est cette classe politique complètement irresponsable qui précipite la Grèce au fond. Il faut quand même se rendre compte qu'alors que, effectivement, la Grèce n'a plus sa souveraineté, comment peut-on l'avoir quand on est dans une situation aussi détériorée ? Eh bien, vous aviez toujours l'opposition, comme vous le disiez, avait provoqué cette situation qui répétait non à l'austérité, non à l'austérité. Est-ce que là, ils vont tout de même comprendre qu'ils doivent
faire une sorte d'union nationale et à partir de là, tout doucement s'orienter vers une solution à terme dans le cadre plus ou moins, une sortie de l'euro plus ou moins contrôlée, c'est la seule solution. Mais je ne suis pas sûr qu'ils en soient à ce niveau de conscience. David. Vous le disiez, la Grèce a perdu sa souveraineté. C'est là le principal éclairage de ces 10 jours qu'on vient de vivre entre le sommet de Bruxelles et la démission, la chute de Papandreou, en passant par le G20. Sur 2 plans, le plan grec et le plan européen. Le plan grec, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Papandreou, depuis des mois, se bat avec des moyens plus ou moins habiles politiquement, jusqu'à cette promesse de référendum, pour sauver sa peau politiquement aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de rétablir l'équilibre des comptes publics en grec, ce qui est un peu un travail de Sisyphe. Mais c'était un de ses premiers objectifs. Évidemment, on savait qu'il était en sursis, ça n'a pas fonctionné malgré cette manœuvre de dernière minute. Pourquoi? Parce que politiquement, il ne pouvait pas, il n'avait pas les moyens, il était sous pression, vous parliez d'une perte de souveraineté, sous pression de l'Europe, sous pression du FMI, sous pression des marchés, et politiquement, il n'avait aucune marge de manœuvre, et c'est très inquiétant sur ce qui pourrait se passer aussi chez nous. Deuxième chose, c'est sur le plan européen. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'émergence finalement d'une Europe multipolaire avec non seulement le couple Sarkozy-Merkel dans lequel celle-ci a pris l'avantage, mais il y a aussi Mario Draghi qui est intervenu à peine à sa nomination, Herman Van Rompuy, on a le FMI, on a Barack Obama qui s'est invité à un sommet européen, on a là-dessus les BRICS, les pays émergents, avec au premier rang desquels la Chine, qui se pose en acteur décisif concernant évidemment le rachat des dettes européennes. Donc finalement, la perte de souveraineté, elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau grec, oui, elle va être au niveau italien, elle est au niveau européen. Ce qui est très inquiétant sur la maîtrise politique des opérations, et notamment dans la perspective de la campagne. C'est juste, mais le débat est dépassé. On n'en est plus à ce stade-là. Actuellement, nous sommes dans un vaisseau qui a coulé. Chacun a enfilé son gilet de sauvetage s'il le peut, et chacun doit nager pour lui-même. Et comme le disait très justement Warren Buffett, c'est quand la mer se retire ou quand elle devient déchaînée qu'on voit ceux qui nageaient à poil, et donc sans maillot de bain. Donc la vérité, c'est que désormais, tous les États sont seuls. Et face à une situation pareille, il faut vraiment un homme des tempêtes. On ne peut pas avoir un Premier ministre ou un président de la République qui nous explique qu'avec 8 petits milliards, on va résoudre les problèmes. Je pense d'ailleurs que cette perte de souveraineté qu'on voit à l'évidence avec le problème grec, il est pris en compte peut-être par une nouvelle génération de politiciens grecs. Il faut savoir que jeudi dernier, avant l'annonce de Papandreou, il y a des députés, des jeunes députés du PASOK et de jeunes députés de Nouvelle Démocratie qui ont fait une pétition bipartisane, c'était assez neuf, prenant bien en compte le dégoût des citoyens pour la classe politique et évidemment l'intérêt pour la Grèce, malgré tout, de rester bon an, mal an dans la zone euro, et qui ont proposé, cette fois, quelque chose qui, à mon avis, est bien la traduction de cette perte de souveraineté, c'est-à-dire une coalition politique avec les deux partis, mais un Premier ministre qui serait un technicien, c'est-à-dire un économiste, un administrateur judiciaire, celui-là même auquel nous faisions allusion tout à l'heure pour l'élection présidentielle. Et là, on envisage l'ancien gouverneur... Pourquoi un technicien? Parce que la politique, il n'est plus possible aujourd'hui de faire de la politique. La presse, il est coincé, Papandreou était coincé entre la pression de la rue qui était à la limite de l'émeute, puisque c'était un climat d'insurrection quasi permanent, entre des manifestations, une crise sociale, des contestations tous les jours, même sur le président de la République, le jour de la fête nationale, qui a été sifflé, et la pression évidemment de l'Europe, du FMI, des marchés. Donc c'est absolument impossible de faire de la politique. C'est pour ça que le rôle du technicien va être... Le technicien justement va avoir le beau rôle, mais est-ce qu'il va réussir justement à mettre en œuvre suffisamment d'expertise, de compétences et de politique publique de manière à sauver la situation? C'est Est-ce que nous aurons un Raymond Barre? C'est pas sûr. Jean-Pierre Chevènement peut-être, non? Jean-Pierre Chevènement, parlons de la candidature de Jean-Pierre Chevènement. J'ai un sens de la transition, dirons-nous, non pas de l'humour, puisque justement